C'est bon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes tout naturellement câblés sur Tribune Jeune, votre émission d'expression libre dédiée à la jeunesse qui aborde des questions d'actualité. Et en parlant des questions d'actualité, nous allons ce soir aborder des questions liées aux législatives et au local 2018. Et en parlant de la question liée aux législatives, il s'agit justement de se questionner sur la représentativité, ou du moins la représentation politique. Et la représentation politique qui pose problème depuis longtemps, depuis lors, puisque depuis ces derniers temps, il y a comme une sorte de désintéressement à la chose politique qui fait que il y ait comme une crise de confiance entre les représentants et les représentés. Donc aujourd'hui, le thème ne sera rien d'autre que celui que vous avez au bas de votre petit écran, c'est-à-dire les élus nationaux et locaux nous représentent-ils véritablement, du moins les élus nationaux et locaux représentent-ils véritablement le peuple? Et l'émission a été interactive et vous pouvez appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le 02 03 93 27. Nous avons sur le plateau, bien évidemment, deux invités. À ma droite, vous avez France Alogué. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, toujours. Ok, merci. Merci. Et à ma gauche, nous avons Marie-Laine. Bonsoir. Elle est de la société civile. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Yves. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, ça va bien. Nous allons démarrer le sujet puisque nous ne disposons plus d'assez de temps. Alors, lorsqu'on parle de représentation politique, on parle justement des élus, des élus qui ont un mandat de représenter le peuple, quel qu'il soit. On a le peuple sur le plan national et on a le peuple sur le plan local. Pour ce qui est du plan national, nous avons les élus nationaux, les députés. Et pour ce qui est du plan local, nous avons les maires et en fait les conseils départementaux et municipaux. Et parlant des élus nationaux, ces élus qui sont passés de 120 à 143 aujourd'hui, et nous pouvons constater que aujourd'hui il y a comme je l'introduisais déjà, il y a comme une crise de confiance qui s'installe entre ces élus-là et le peuple. Maintenant, avant d'arriver à questionner ce qui peut occasionner cette crise de confiance, est-ce que vous pouvez déjà, monsieur Alogué, nous dire ce qui peut relever des prérogatives d'un élu national, notamment le député? Alors, c'est toujours un réel plaisir d'être sur votre plateau. Je tenais d'abord d'entrée de jeu à le rappeler et merci d'avoir renouvelé cette invitation pour ce qui me concerne. La question, je ne cesserai jamais de vous féliciter par rapport aux thématiques que vous choisissez, surtout que nous sommes à la veille d'une échéance, notamment l'échéance des élus locaux et des élus nationaux. Déjà, le rôle de ces derniers, ils sont clairement énoncés par la Constitution gabonaise, notamment les articles 35 et 36 de notre Constitution et suivants naturellement, qui disposent du pouvoir législatif, donnent clairement le rôle des députés. La question que vous posez, elle est très importante parce que vous savez, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on assiste aussi à un méli-mélo du rôle prépondérant même du législateur. Et là, je m'appesantis uniquement sur les élus nationaux qui, en principe, n'ont que pour rôle de consentir, de voter les lois et j'ai envie de dire, contrôler l'action du gouvernement. Tel est le rôle principal même du législateur. Contrairement à ce que
nous avons l'habitude de voir. Et c'est d'ailleurs par rapport à ce que nous avons l'habitude de voir que finalement, la question que vous posez aujourd'hui trouve tout son pesant d'or. Est-ce que finalement ces élus locaux et nationaux représentent le peuple? Cette question, j'aimerais bien qu'on insiste là-dessus. Elle vaut son pesant d'or parce que, à la base, les députés, j'ai envie simplement de dire les représentants du peuple, à les voir, rien que dans la manière dont ils parlent et dans la manière dont ils font leur campagne, on a comme l'impression, il faut le dire, que malheureusement, ils ne maîtrisent véritablement pas leur rôle, leur mission régalienne. Ils ne maîtrisent pas leur rôle, leur mission régalienne. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore faire confiance aux élus nationaux, et tout en partant d'abord de leur rôle? Effectivement, bien évidemment. Déjà, je tenais à corroborer avec exactitude avec ce qu'il dit, parce qu'il y a une confusion aujourd'hui, d'abord de la part des élus nationaux, donc les députés eux-mêmes, et aussi de la part des populations qui n'ont pas réellement conscience et connaissance des rôles et missions d'un député. Alors le député, c'est quoi essentiellement son rôle? Il est là pour voter la loi. Il participe notamment au débat législatif et il est là aussi pour contrôler l'action du gouvernement. Bien évidemment dans ses missions d'intercession, parce qu'il a une base politique. Donc, il représente le peuple, sa localité, enfin sa commune ou son canton ou son département. Dans cette mission-là, il garde un lien avec sa base. Et il sert d'interface, d'intercesseur. Ce n'est pas lui qui agit à la place, par exemple, d'un ministre, à la place, par exemple, d'un maire ou autre, mais il sert d'intercesseur. Donc, il va auprès de ces populations qui leur font état de ce qu'elles veulent. Ensuite, il va faire un plaidoyer. C'est un peu ça le rôle du député. Mais malheureusement, on assiste à, comme il le disait, c'est exact. Quand vous allez dans des campagnes des personnes qui veulent briguer l'Assemblée nationale, c'est des gens qui, aujourd'hui, veulent se substituer à l'autorité politique, à l'autorité locale, je voulais dire. Donc, effectivement, il faut qu'on reste concentré sur le fait que les députés, c'est d'abord pour faire les lois. Mais selon vous, d'où sort alors cette pratique qui est d'ailleurs récurrente, de voir les élus nationaux, du moins des candidats qui veulent accéder à l'Assemblée, comme nous sommes déjà en course pour les législatives là, et est-ce que ceux qui viennent avec des programmes qui proposent de la construction, par exemple, des écoles, des routes, des dispensaires et tout, en fait, tous les projets de ce genre. Alors, est-ce que d'où ce genre de pratiques peuvent provenir? C'est ce qu'on va appeler des... C'est pas le peuple lui-même qui exige à ces députés-là de... C'est peut-être le peuple qui exige, mais le peuple doit pouvoir être enseigné. Donc, en dehors du peuple, il y a aussi, la faute peut venir aussi des élus eux-mêmes, donc des députés eux-mêmes. Alors, je pense qu'on est rentré dans une coutume. Ça a toujours été comme ça. Et on n'a pas voulu peut-être briser cette coutume. Ou alors, les populations ne sont pas assez enseignées. Les gens ne lisent pas forcément les textes, que ce soit les élus eux-mêmes ou les peuples. Parce que je me dis, si les populations elles-mêmes lisaient avec exactitude et avec beaucoup d'attention les textes, elle n'allait pas à chaque fois demander les mêmes choses, ou elle n'allait pas à chaque fois se faire rouler par ces mêmes discours. Donc il faut que le peuple soit finalement attentif. Il faut avoir les textes à la disposition, il faut que le peuple puisse avoir des textes à leur disposition. C'est aussi tout ce problème. Justement dans la vulgarisation des textes, mais en même temps la prise surtout pour les populations qui sont... Voilà, une prise de conscience politique de la part du peuple. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que après avoir dit, préciser un peu le rôle du député, est-ce que vous pensez que ce rôle, si un député arrive avec un candidat qui veut arriver à l'Assemblée, présente ce genre de programme, c'est-à-dire qui s'appuie sur les prérogatives d'un député, vous pensez qu'il peut gagner une élection?
Bon, est-ce que ça peut passer, vous en tant que membre, une partie du peuple? Après, il faut contextualiser. Hein. Vous savez, quand je parle de contextualisation parce que elle a si bien dit tout à l'heure que les torts sont partagés. Au même moment, on va dire, le futur député et la population ont tous deux un rôle à jouer à l'intérieur. Et celui qui est appelé à briguer ce mandat de député et la population ne connaissent véritablement pas. Et vous savez, lorsque vous êtes en face d'une population précaire, en fait, en quête de bonheur, mais peu importe ce que vous allez leur dire, ils sont prêts à gober. Voyez-vous un peu? Ce qui fait en sorte que on peut se retrouver avec des personnes qui, non seulement ils ne savent pas le rôle qu'ils vont jouer demain à l'Assemblée nationale, et ils ont en face d'eux des gens qui veulent entendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ne font que dire à ces personnes ce qu'ils veulent entendre. Notamment, je vais vous construire des écoles, des logements, et même tout ce qui n'a rien à voir. Parfois même, vous allez voir des candidats à l'Assemblée nationale qui ne connaissent même pas la définition d'une loi. Et puis, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Et puis, nous avons aussi constaté que au Parlement, il y a souvent des députés, comme vous venez de le dire, qui ne connaissent pas comment on propose une loi, comment on mène un débat parlementaire, par exemple, et qui n'ont parfois pas un bagage intellectuel. On l'a constaté, la dernière législature, on l'a constaté, il y avait des députés tant bien que, et pourtant bien jeunes, mais qui n'avaient pas de bagage intellectuel et puis qui n'arrivaient pas à s'en sortir au débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer, quand il faut par exemple, quand on sélectionne les candidatures, quand on valide les candidatures, il faut ajouter le facteur intellectuel à l'intérieur? C'est une question très relative. J'ai envie de dire oui comme j'ai envie de dire non, parce qu'en réalité, ce n'est pas forcément le bagage intellectuel qui agit. Moi, j'interviens beaucoup plus sur... Mais comment vous allez faire pour décortiquer une loi, pour une proposition de loi? Effectivement, ce qu'on peut faire, ce que nous pouvons faire, ou ce qui est envisageable, c'est de faire des sessions je vais dire même de renforcement de formation intensive. Au sein du Parlement ou pas forcément, avant d'arriver au Parlement? Moi, je préfère qu'on arrive à la souche. Moi, j'aime bien les séances de sensibilisation. Il faut aller dans les quartiers, il faut aller vers les écoles et tout ça pour justement initier à l'action civile. À l'action civique, pardon. Donc, il faut le faire parce que, bon, vous pouvez avoir un jeune qui a un master 2 ou un doctorat, mais qui ne sait effectivement pas comment participer à un débat d'une loi. Il ne sait effectivement pas. Moi, je pense qu'il faut surtout insister sur l'initiation à la connaissance civique. L'initiation à la connaissance, oui. à la connaissance civique. Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire quoi, par exemple? Il faut engager des agents ou des volontaires ou tout ce que vous voulez pour aller dans les quartiers, pour aller dans les maisons, pour aller dans les... où vous voulez, pour justement faire intégrer, que ce soit au futur candidat, donc aux députés, et que ce soit même à la population. Comment faire pour faire ceci? Comment faire pour faire cela? Qu'est-ce qu'un bon député? Quelles sont réellement les missions et rôles des députés? Comment proposer une loi? Comment un député participe-t-il au contrôle de l'action gouvernementale? C'est important, c'est des questions qui ne sont pas forcément mises sur la table. Bien évidemment, ce sont des questions qui sont développées dans les différentes législations, dans les différentes lois, mais comme il le dit encore, faudrait-il avoir accès à ces lois-là. Donc au cas où on ne peut pas avoir accès, il faut surtout sensibiliser. C'est la seule chose qui reste à faire. Sensibiliser, c'est le message, je crois qu'il est passé. Yann, France, excusez. Parfois je croise des Yann, je croise des France. Je croise des France. Donc, quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, considérant en fait
concernant la législature, en fait, le nombre de législatures au Gabon. Nous sommes à la 13e législature. Quel est le bilan que nous pouvons faire du Parlement gabonais en termes du débat mené à l'Assemblée, au Sénat, en termes de quoi, d'analyse, de propositions de loi et en termes de la défense même des droits du peuple? Quel est le bilan qu'on peut faire? D'abord, avant d'arriver au bilan, je voulais, si tu me permets, un peu renchérir dans ce qu'elle a dit. Elle a parlé de sensibilisation. Je ne suis peut-être pas pour la sensibilisation parce que, à mon sens, c'est un rôle lié, un rôle qui incombe aux partis politiques. Parce que ça c'est mon point de vue et je le défends, je l'assume également. C'est aux partis politiques que revient la charge d'expliquer à tout candidat le rôle d'un député ou d'un représentant, d'un élu local. Il n'est pas question qu'on ait des candidats qui appartiennent à des partis politiques et qui ne savent pas en réalité ce qu'ils doivent aller faire au Parlement. Donc, pas besoin de mettre en place une délégation qui va aller faire une sensibilisation dans les quartiers. Peut-être encore cette option peut trouver son sens dans le cadre où il faut sensibiliser. Il faut que la population puisse être connue parce que Rousseau disait qu'une population en manque de connaissances, c'est une population qui souffre. Par contre, je ne suis pas pour la sensibilisation, mais je suis pour l'éducation, que cela puisse être inscrit dans le cadre scolaire. Parce que comment vous expliquer que la Constitution, la loi, j'ai envie de dire, qui est l'expression de la volonté générale, soit aujourd'hui chère, alors que la régate coûte 500 francs. Mais non, que l'on mette le code civil, la constitution et tous les codes qui régissent la société gabonaise à la disposition de tous les Gabonais. Peut-on faire le bilan? Quant au de bilan, 60 à 2018. Et quant au bilan, je veux dire que je veux relativiser parce qu'il faut dire que ce ne sont pas tous les députés qui ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a tout de même ces députés-là qui sont sortis du lot. Pour ne pas faire la publicité, je ne vais pas citer le nom de qui que ce soit ici, mais ils se reconnaissent. On a aujourd'hui, pour nous qui sommes un peu sur le terrain, moi je reviens par exemple du côté de Nzengayo, j'ai vu des candidats sur le terrain en train d'expliquer le rôle prépondérant, les missions régaliennes exactes d'un député et d'un élu local à des populations qui ne connaissent pas en réalité à quoi cela sert. Donc ça prouve aujourd'hui que on a c'est vrai, depuis, on est à la 13e législature, j'ai envie de dire on peut faire un bilan évolutif parce que nous sommes en train d'assister désormais à une évolution de mentalité, surtout au niveau de la connaissance juridique. Et je profite comme ça pour saluer tous ces candidats-là qui, aujourd'hui, maîtrisent véritablement leur rôle. Est-ce que vous, Marilène, vous, membre de la société civile, jeune, dynamique, vous prenez part à certaines conférences, à certaines plateformes de débat et tout, mais est-ce qu'on peut dire qu'on peut se satisfaire du débat à l'Assemblée nationale, par exemple? J'insiste beaucoup sur l'Assemblée nationale parce que ce sont des élus directs du peuple. On ne saurait se satisfaire réellement d'un débat à l'Assemblée nationale qui n'est pas contradictoire. La dernière législature, où il y avait 120 places, 116 places avaient été prises par le Parti démocratique gabonais. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas réellement de débat contradictoire. Mais peut-être entre eux aussi, il peut arriver qu'il y ait des débats contradictoires par rapport à l'intérêt de la question abordée. Mais l'essence même d'un Parlement, d'une assemblée nationale, autant pour moi, c'est la diversité. La diversité, le pluralisme démocratique à l'Assemblée. Le pluralisme, c'est exactement le terme qu'il faut utiliser. Donc, on ne peut pas réellement se satisfaire de cela, bien que, évidemment, comme il le disait, il y a des députés qui ont réellement fait avancer le niveau juridique au Gabon. Les lois, il y a des lois qui sont passées. Je vais prendre l'exemple de la loi sur la dernière loi sur les successions. C'est une très bonne loi qui a pris en compte certaines réalités qu'on vivait. Donc, il y a un député, certainement, qui a proposé cette loi et qui est passée. Donc, mais après, évidemment, il y a d'autres problèmes qui existent depuis longtemps et qui ne sont pas résolus, qui n'arrivent pas à franchir le cap des séances plénières, en fait.
Donc, en réalité, on peut pas réellement se satisfaire de ces 13 législatures, mais on espère que avec les 143 députés désormais, il y aura un travail un peu Justement, plus, en parlant de 143 politique. députés, Oui. on est passé de 120 à 143 pour une population d'à peine 1 million 800 d'habitants. Et il y a eu tous les débats, il y a eu assez de débats autour de la répartition des sièges. Et la répartition des sièges, parce qu'il se trouve que dans certaines provinces, dans certains départements, il y a assez de sièges qu'il y en a de population. Dans la une faible démographie, on a par exemple. Vous voyez, est-ce que nous pouvons dire que déjà cette façon de faire, de répartir de façon peut-être les autres ont parlé d'une illégale, façon illégale, pas illégale, inégale des sièges. Est-ce que ça peut favoriser, ça peut favoriser justement la vraie représentativité politique et le vrai débat pluraliste quand on sait que un député doit s'appuyer sur un peuple? Exactement. Et justement, en réalité, lorsqu'il avait été proposé, enfin amendé en Conseil des ministres, exactement le 26 janvier, que le nombre de députés passait de 120 à 143, ce n'est pas réellement ça qui m'a intéressé, c'est la répartition. Et c'est une réalité, c'est une répartition que l'on ne comprend pas en réalité. Parce que le rôle même de l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est de représenter le peuple. Justement. Et il faut tenir compte des données socio-démographiques, il faut tenir compte des données comment dire, électorales. Donc pour pouvoir faire une bonne répartition, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tenir compte de la démographie. Comment expliquer que la province de l'Estuaire, qui en elle-même renferme près de 50%, sinon 49, quelques % de la population, n'est que 26 sièges. La province du Haut-Ogooué, qui en elle-même réunit près de 16% ou sinon 14% de la population, a 23 sièges. Donc presque autant de sièges que la province de l'Estuaire. C'est une grande question que nous nous posons. Je crois que... Et il y a un problème au niveau de justement la représentativité. Parce qu'un maire, on va dire, un maire pour 500 habitants aura le même poids qu'un maire pour 10 fois plus d'habitants. Et malheureusement, ça fausse le débat. Ça fausse le débat. On va revenir sur cette question, mais avec d'autres invités. Et puisqu'on n'a plus assez de temps, et vraiment désolé parce qu'on n'a pas pu, j'ai l'impression qu'on est satisfait par rapport au temps qui est imparti, par rapport au fait qu'on n'a pas eu assez de temps pour aller jusqu'au bout de notre analyse. Mais on va revenir, de toutes les façons, on est sur un sujet d'actualité, puis nous sommes dans cette dynamique-là d'arriver aux législatives et au local. Et puisque nous sommes dans cette dynamique, nous allons toujours construire les thèmes de cette nature-là. Encore merci d'être passé. Merci à vous. Voilà, nous allons demander comme ça à la régie de nous mettre les ITV pour recevoir après 2 autres invités. Donc si c'est déjà prêt, nous pouvons nous dire déjà. Il ne représente pas parce que les attentes du peuple, les décisions prises à l'Assemblée sont contrairement différentes. Donc franchement, à mon humble avis, je ne serais pas de ceux qui disent que les députés nous représentent tant que tels. Dans un premier temps, on peut se dire qu'ils nous représentent vraiment parce qu'en venant vers nous, ils nous donnent de l'espoir, une sorte de parole convaincante. Mais au fur et à mesure, avec le temps, ils prennent les choses en main, ils nous oublient complètement. Donc, en un mot, ils ne viennent pas pour nous, ils viennent d'abord pour leur intérêt. Et ils nous font croire que c'est pour nous qu'ils viennent, mais au fond, c'est pas ça.
De retour sur le plateau pour le même thème, les élus nationaux et locaux représentent-ils véritablement le peuple? Alors, nous avons sur ce plateau, en deuxième partie de l'émission, deux autres invités. À ma droite, nous avons Achille Christopher Bakita. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Adji. Ça va bien? Mais ça va pas rester. Voilà. Achille Bakita est en sciences politiques, je peux le dire ici. Ben, pourquoi pas. Et peut-être si je n'ai pas toutes les données, parce que je n'ai pas réactualisé mon logiciel. Mais si vous pouvez vous-même vous présenter non, déjà. pas grand-chose. Hein. Je suis communicateur et puis je m'intéresse beaucoup au débat politique. Oui. Et donc c'est surtout à ce titre, hein, la question intellectuelle, non, je préfère laisser ça de côté. Mais c'est en tant que citoyen que je suis là et quelqu'un qui est très passionné de la question du débat public et politique. Oui. Donc, oui, vous vous êtes présenté, c'est très intéressant, hein, parce qu'on se connaît aussi en même temps. Donc, je vais me tourner du côté de la demoiselle, elle c'est Grâce au com. Est-ce que vous... Bonsoir déjà. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous pouvez vous présenter davantage. Ça peut-être qu'il y a des choses que je ne peux pas... voilà. Le plus important a été dit. Moi, c'est Mademoiselle Oukom Edou Grâce Lorraine Garcia. Donc, étudiante à l'Institut national de sciences de gestion en comptabilité audit. Ouais. Très intéressant. Donc, je suis bien encadré, bien entouré. Bon, on va aller rapidement parce qu'on a plus assez de temps. Nous sommes sur cette question, vous avez suivi la première partie du débat, sur cette question très importante parce que nous sommes à la veille des échéances politiques, dont les législatives et les locales. Et le thème des élus nationaux et locaux représente-t-il véritablement le peuple? Je crois que c'est un thème arrêté parce que c'est là traduit cette crise en fait qui existe ou sous-tend une crise. Cette question, elle est même fondamentale parce qu'elle est liée directement à cette crise de confiance qui existe, ou du moins qui semble exister, je préfère dire ça comme ça, qui semble exister entre le peuple et les représentants. Est-ce que vous avez également cette impression, M. Bakita? Bon, mais écoutez, pour moi, la crise, elle est véritable. Il y a tout est là pour signifier qu'il y a un problème de crise. C'est-à-dire que lorsqu'on observe déjà au sein même de la société, hein, au sein des entreprises, au sein des familles, au sein des institutions, on constate effectivement que tout ne respire pas bien. Moi, je veux juste, c'est-à-dire que moi, en tant que simple citoyen qui analyse l'action politique ou l'action publique, quand j'apprends que la CNAMGS ne parvient pas à rassurer, ou du moins à offrir aux populations ce que l'État avait promis, ça prouve déjà la crise. Ça prouve suffisamment qu'il y a un problème. C'est-à-dire que nos députés qui étaient censés, comme disaient les premiers intervenants, veiller sur l'action du gouvernement, ne le font plus. Il y a crise parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous savez que nous sommes là depuis combien de mois déjà sans Assemblée nationale. Il y a crise parce qu'il n'y a pas de débat. Donc là, pour moi, la crise, elle est là. Il y a tellement de facteurs qui peuvent démontrer la crise politique et qui amènent certains citoyens à ne plus croire à la question même du vote, à la question des élections. Il y a crise parce qu'il y a une population qui dit jusqu'aujourd'hui qu'il faut à tout prix que M. Jean-Ping soit le président élu parce que les élections de 2016 n'étaient pas, on ne retrouve pas à la tête de l'État celui qui avait été élu. Donc il y a un ensemble d'éléments autour qui prouvent. Donc pour moi, le thème, il est important parce que si les élus représentaient vraiment le peuple, aller avec cette intention de représenter le peuple, je pense qu'à un certain niveau, il ne tricherait pas, il ne ferait pas du mal, il ne tabasserait pas des gens, il ne volerait pas des élections, parce que c'est le peuple qu'on veut représenter, c'est pas soi-même qu'on veut se représenter. Donc à ce niveau, je pense que le débat, le sujet, il est très intéressant. Malheureusement, le temps qui... Oui, on reviendra, c'est très intéressant. Je vais faire comme ça une petite parade par rapport à ce que nous constatons.
Et dans les rues de Libreville, notamment ces poubelles qui jonchent les rues de Libreville, si la régie peut en même temps faire défiler ces images-là que nous avons pu avoir, parce que c'est quand même regrettable que nous avons une municipalité, une mairie, on peut appeler ça comment, à la capitale, hein, à l'hôtel de ville, avec les mairies, la plus grande mairie et les mairies d'arrondissement aussi, mais qu'il y ait des poubelles de cette nature-là dans les rues, en plein centre-ville, en plein milieu dans les rues de Libreville, alors que j'ai un texte ici, c'est une loi organique, hein, je crois bien, voilà, du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Donc, cette loi dit bien, précise bien les prérogatives, les missions d'un maire. Et il est dit à l'article 48 que le maire est particulièrement chargé de gérer la voirie municipale. Je m'arrête un peu là, je ne vais pas un peu plus loin dans tout ce qui suit. Mais je m'arrête un peu là. La voirie municipale, c'est quoi? C'est tout ça. Donc, il faut régler cette question définitivement. Si on n'arrive plus à solder ces entreprises de collecte des ordures, de traitement, collecte des ordures et tout ce qu'on veut, au moins qu'il y ait, que la municipalité elle-même ait une structure qui peut arriver à traiter ces ordures, à collecter ces ordures-là, et qu'on ne soit plus dans cette insalubrité. Donc, c'est un peu ce coup de gueule. En même temps, ça participe au thème, hein, puisque les maires sont les représentants du peuple. Du peuple, bien évidemment. Donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire avant de revenir sur les députés? Parce que le Parlement, je crois que c'est ça, c'est la plus grande force d'un peuple que les collectivités locales qui sont peut-être plus au niveau économique, mais au niveau politique, la décision, c'est d'abord le Parlement. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire à propos de nos élus locaux qui sont des maires, surtout parce que nous sommes en ville, parce qu'on ne peut peut-être pas trop maîtriser le conseil départemental, mais qu'est-ce que vous pouvez dire du conseil municipal, du maire? Est-ce que vous avez l'impression que les maires ne nous représentent pas, ne font pas ce que nous voulons? D'ores et déjà, suivant tout ce que les autres ont dit précédemment, on remarque que nos élus locaux, effectivement comme nos élus nationaux, ouais, ne connaissent pas vraiment leur rôle essentiel. Donc c'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'Assemblée nationale, arriver au niveau des députés, le maire a déjà le devoir de prendre soin de sa commune, de sa communauté et de ses habitants. Donc au vu de tout ce qui se fait dans nos vies, dans nos différents quartiers, qui laisse vraiment à désirer, un comportement qui laisse à désirer, nous comprenons par là, nous les jeunes, que les autorités locales ne s'intéressent pas vraiment au bien-être de leur population. Voilà, la sécurité. La sécurité n'y est pas, la propreté n'y est pas, la santé n'y est pas. Donc les besoins fondamentaux de la population ne sont pas de rigueur, ils ne sont pas là. Donc vraiment, on se rend compte alors qu'il y a des taxes tout le temps, non? Il y a quand même des taxes, il y a des prélèvements. Apparemment, l'administration, elle va bien. Parce que la mairie fait son travail, notamment sur le plan commercial. On a la collecte des patentes, des taxes, différentes taxes municipales. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'il n'y ait pas de la subvention, soit la subvention elle est faible, soit elle arrive tardivement, c'est pas... Mais nous ne pensons quand même pas qu'un pays comme le Gabon n'octroie pas de subventions. Aux mairies? Nous ne pensons quand même pas. Parce que moi, en tant que jeune, je représente ici sur le plateau la commune d'Ovendo. Je ne veux pas dire que notre mairesse sortante, Madame Jeanne Bagou, dira qu'elle n'a pas reçu de subvention venant de l'État. En même temps, il juste aussi de l'autonomie financière. Parce que nous ne concevons quand même pas que l'hôtel de ville d'Ovendo, qui est désormais une commune en part entière, qu'il y ait en face de l'hôtel de ville d'Ovendo une forêt assez grandissante, dans laquelle on retrouve des cadavres très souvent. Donc déjà, on n'a même pas besoin d'attendre des subventions, même s'ils ne parviennent pas de l'État. Elle, en tant que maire, doit pouvoir, en tant qu'élu local, doit pouvoir organiser ces populations, les sensibiliser, les amener à prendre soin de leur environnement. Donc déjà, c'est un manque d'éducation à la base qui parvient déjà des élus et qui se manifeste aussi sur les populations. Justement, donc maintenant... Vous l'avez entendu, et vraiment que les municipalités du Gabon fassent quelque chose, mais surtout celle de Libreville doit faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de problème de santé
qu'il n'y ait pas, en fait, parce que l'insalubrité, hein, c'est justement la pollution des organismes humains. Alors, donc, il faut veiller à tout ça. Alors, on va revenir sur quelque chose de très, très, très intéressant, mais aussi grave. Nous avons constaté que, après avoir affiché hein, l'union qui a sorti les différentes candidatures validées, on a constaté qu'il y a 4 candidatures uniques. En fait, des candidats uniques dans certains sièges de la province du Haut-Ogooué. À croire que le Haut-Ogooué nous livre toujours le hors pair, le hors commun politique. Hein? J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, comment comprendre qu'il y ait des candidats uniques, qu'on ait validé des candidatures uniques dans les sièges? Est-ce que ça ne pose pas un problème au niveau de la représentativité? Si vous voulez, je peux vous citer les sièges. Nous avons ici, ça c'est en fait, il s'agit du Haut-Ogooué comme je le disais. Et on a le département de l'Ampassa, 2e siège. Je ne vais pas seulement citer les noms des candidats. On a le département des Koni, les Kori, 3e siège. On a le département de la Sabé, Bricolo, 3e siège. On a le département de l'Ekabi, Léolo, je crois bien, siège unique. Mais écoutez, monsieur Adjoué, je pense que certainement là-bas, tout le monde adhère à l'idée que c'est le parti qui doit les représenter. Vous savez, c'est ça l'un des problèmes de la démocratie. C'est une démocratie. Dans une démocratie pluraliste. Mais monsieur Adjoué, imaginez-vous que vous êtes dans un département, dans un siège ou un canton qui a décidé de faire du PDG, son parti phare. Voilà. Donc, moi je crois réellement que ça pose problème. Ça pose problème parce que ça traduit ici un manque de diversité d'opinion dans ces localités. Est-ce que l'absence des candidatures l'opposition ne traduit pas là simplement une forme de repli identitaire? Est-ce qu'on ne peut pas accepter d'autres compatriotes? Parce que la question qui est de fond aussi est celui qui permet de penser que parce qu'on est de la localité, on devra nécessairement être candidat de cette localité. Je crois que c'est une élection nationale. On peut être candidat partout, que ce soit que vous soyez du Haut-Ogooué, vous pouvez être candidat, comme j'ai souvent vu certains ici, être candidat à Libreville. Bon, maintenant, quand on remarque un peu ces candidatures, c'est le Haut-Ogooué, c'est la province de l'extraordinaire, c'est la province du miraculeux, c'est la province de l'émerveillement. Donc pour moi, c'est... Mais par contre, ça inquiète, parce que si on parle de représentation nationale, que les candidats essaient de s'élever. Et c'est là où je voudrais peut-être aller un peu plus rapidement. Oui. Monsieur Adjoué, vous savez, la question politique au Gabon, je crois que le Gabon n'est pas à la phase de la démocratie. On ne peut pas être déjà un pays démocratique quand les mentalités et les compréhensions des uns et des autres sont ramenées à la limite à un stade primitif où on défend la famille, on défend la lignée, on défend la coutume, ou du moins la tribu. Mais est-ce qu'on peut faire fi de toutes ces sensibilités qui sont déjà naturelles? Mais si est-ce qu'on peut faire fi de Non, cela? mais on peut, parce que vous savez, aujourd'hui, si un juge est capable de mettre son propre fils en prison, c'est qu'une population est capable de ne pas voter son propre fils si ce dernier est dans une posture qui n'avantage pas le développement de son pays. Mais en même temps, ce que vous dites est vrai, puisque nous avons les partis politiques constitués sur la base de la famille, tel est le président, le fils et le vice-président, la femme c'est secrétaire général. Oui, mais est-ce que c'est ce qui pose problème, ou bien c'est parce que le peuple, qu'on appelle peuple, lui-même ne comprend pas l'enjeu, l'intérêt de participer au débat public, au débat politique. Mais vous participez à ce débat, monsieur Adjoué, c'est que les gens sont encore, on n'est pas encore là, au niveau de nation. Vous savez que la notion de nation, on est un peu dans le grec, ça renvoie à ethnos qui n'est pas loin d'ethnie, qui renvoie à des organisations familiales, au clan.
Et je crois qu'au Gabon, nous sommes encore à cette dimension. Parce que si on était réellement dans la dimension nationale, on ne serait pas attaché au fait que ce soit quelqu'un du Haut-Ogooué ou de la Nyanga. Vous avez regardé seulement les chansons, regardez les t-shirts, l'office, la localité, etc. On n'est pas dans cette notion lorsqu'on parle de nation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on sorte de cette logique? Mais écoutez, ce qu'il faut, en vérité, ça va peut-être nous prendre des années. Parce que j'ai une posture. Pour moi, la démocratie au Gabon, et même en Afrique, à quelques pays, elle est là pour nous faire plus de mal que du bien. Voilà. À un moment donné, il faut une maturité des peuples et que chacun d'entre nous sache que quand les choses ne sont pas claires, qu'on ne se lance pas dans ces questions électorales. Parce que dans le fond, on donne un plaisir à ces personnes qui veulent profiter de nous à l'Assemblée nationale. Ils veulent profiter de l'immunité parlementaire, ils veulent profiter d'un salaire, ils veulent profiter de fonds de souveraineté. Mais ce n'est pas pour aller défendre le peuple, ce n'est pas pour aller penser le peuple, c'est pour s'enrichir. C'est une profession, c'est un travail, député. Alors, si je suis... Mais écoutez-moi, si je suis député, j'ai mon salaire. En même temps, un sacerdoce quand même. Mais quel sacerdoce, mais regardez un peu tous les problèmes que les Gabonais connaissent. Quel sacerdoce? Dites-moi un peu, est-ce que le Gabon se construit de jour en jour, de manière concrète? Est-ce que le Gabon se construit de jour en jour de manière concrète? Bien sûr que non. Mais moi, la question que je voudrais poser, c'est qu'on est dans une démocratie pluraliste. Démocratie pluraliste qui voudrait bien que chacun participe en fait au débat public, au débat politique, pour qu'il y ait construction du pays, de la société, dans le développement de la société dans laquelle on se trouve. Mais aujourd'hui, on ne cesse de croiser des citoyens qui disent qu'eux, ils sont apolitiques, ils ne font pas de la politique, ils ne font rien de la politique, ils ne connaissent pas la politique, ils ne parlent pas politique. Vous voyez, un citoyen qui va dire qu'il est apolitique, moi j'ai souvent du mal à le comprendre quand on sait que citoyen vient de polis, un mot grec, donc polis qui veut dire cité. Est-ce qu'on peut dire que un citoyen peut être apolitique? Une question. Une autre question, c'est que est-ce qu'on peut parler de démocratie dans une société où les gens se désintéressent de la politique? Ben déjà, monsieur Azui, à dire que le citoyen d'aujourd'hui, le citoyen gabonais d'aujourd'hui se désintéresse à la politique. Déjà, premièrement, on va relever je dirais, la non-information. Les citoyens ne sont déjà pas assez informés sur les devoirs qui sont les leurs et les droits qui sont les leurs. Ce qui fait qu'un citoyen se désintéresse à la politique chez nous au Gabon au vu du comportement des élus, qu'ils soient nationaux ou locaux. Nos élus, étant donné qu'ils ne nous représentent pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas là pour les populations, comme le disait tantôt le monsieur. Donc, on assiste ici à une sorte d'illusion. Ils nous vendent d'illusion. Ils profitent de nous pour assonder à leurs rêves, à leurs besoins. Donc, un citoyen gabonais qui se dit pourquoi voter, étant donné que tout ce que je dirais ne sera jamais réalisé, ou que tout ce que je pense ne verra jamais le jour. Mais est-ce que c'est pour autant... Pourquoi m'intéresser à la politique? Donc du coup, c'est déjà pour nous... mais poser la question, les jeunes Gabonais, c'est... Mais est-ce qu'on peut parler de la politique quand on sait que... Poser déjà la question, pourquoi il y a des poubelles qui jonchent les rues d'Elbeuf, de Libreville, hein? C'est déjà une question politique, quand même. Permettez-moi un peu. Politique, pas totalement stratégique, on a vraiment plus... Je crois qu'on n'a plus assez de temps. On n'a plus vraiment le temps. Vraiment, oui. 2 secondes. Oui, voilà. 2 secondes. On peut ne pas appartenir à un parti politique ou être candidat et faire de la politique. La notion de politique n'est pas totalement renfermée que sur la participation aux élections ou à l'appartenance au parti politique. Mais le fait d'être dans des communautés, du moins des ONG, des associations, et de mener des combats spécifiques sur des objets bien clairs, c'était aussi de la politique. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la société civile a toutes les chances de connaître une ascendance parce que son engagement semble un peu plus intéressé que l'homme politique, que celui qui est candidat. Et vous allez conclure par là? Ben oui, pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, les Gabonais devraient comprendre que c'est une distraction de se jeter dans la question électorale, parce qu'elle ne règle rien depuis 90. Avant 90, on a cru qu'il fallait les élections, il fallait la démocratie pour que ça change. Mais la démocratie est en crise, et pas seulement en Afrique, mais dans le monde. On voit aujourd'hui en France combien de fois Macron a mis tout le monde en dérive. Toute la France semble aujourd'hui regretter l'élection de Macron. Et pourtant, c'est la démocratie qui l'avait démocratie en crise. Et vous concluez comment? Ben, moi, je dirais effectivement que le tort
l'opinion de monsieur est effectivement ça. La démocratie n'existe pas vraiment, société gabonaise, donc elle ne tient vraiment pas son sens. C'est un mot vraiment qui n'existe pas. Est-ce que c'est pas notre manière à nous de faire la démocratie? Mais la démocratie... Quand on sait qu'en Guinée équatoriale, de l'autre côté, c'est quand même compliqué. Oui. Mais à dire que le mot démocratie a tout son sens lorsque on va dire, les gens qui sont en avant de la scène prennent vraiment en considération tout ce qui va dans ce sens. Donc, en société gabonaise, nous ne saurons, nous jeunes, dire que la démocratie est vraiment de rigueur parce qu'on ne la ressent pas, on ne la vit pas. Donc, moi, je dirais, en représentant ici la partie civile et notamment, plus particulièrement les jeunes d'Ovendo, je dirais que la démocratie chez nous au Gabon, elle n'y est pas encore. Elle est exploitée. La démocratie, une greffe à la réalité socio-anthropologique africaine ou réalité socio-anthropologique africaine, ce qui fait dire à Jean-François Bayard que c'est la greffe de la démocratie en Afrique. C'est justement cette démocratie qui pose problème. C'est dans cette démocratie que nous avons des représentants du peuple, des élus nationaux, des élus locaux qui justement posent problème et qui semblent nourrir par leurs actions cette crise de confiance que nous pouvons constater de jour en jour à travers le désintéressement de la chose politique, de la majorité, à travers ces forts taux d'abstention. Est-ce que nous pouvons avoir les moyens de résoudre ces grands problèmes-là? Abstention politique, désintéressement du peuple de la chose politique. Alors, c'était tout le sens de l'analyse du thème de ce soir. Les élus nationaux et locaux représentent-ils véritablement le peuple? Et nous allons revenir sur ce thème parce qu'il est intéressant, parce qu'il est actuel par rapport aux échéances politiques à venir. Nous allons revenir, les jeunes sont invités à prendre part activement au débat que nous organisons ici parce que ces débats ont un intérêt et une portée nationale. Donc, il faudrait toujours que nous arrivions à nous questionner sur ce qui touche le jeune, sur ce qui touche le peuple gabonais, de sorte à lui donner, à changer les choses, à modifier notre vie en société et notre façon de débattre sur des questions d'intérêt général. Alors, vous étiez là sur Tribune Jeune. Le numéro de ce soir sera rediffusé le dimanche à 10h. Et nous allons, pour ceux qui vont pas avoir la possibilité de suivre la rediffusion, vous avez quand même une plateforme où ce numéro peut être disponible, une plateforme en ligne, c'est Keva Web TV, cette chaîne de télévision en ligne qui vous sert tout ce qui est nécessaire, qui vous sert Tribune Jeune, qui vous sert des autres rubriques qui sont incorporées. Et donc c'est à vous d'aller visiter cette chaîne pour avoir ce que vous avez besoin. Alors nous allons nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres nouveaux numéros, notamment le mardi et le jeudi la semaine prochaine. Alors bonne soirée chez vous.